Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Le cœur, c'est le moteur. Et le cœur, il est associé à plein de choses. On parle souvent de son cœur, même ne serait-ce qu'en amour, etc. Enfin, on parle du cœur, mais on l'écoute pas finalement, son cœur. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour sensibiliser toutes les personnes à écouter leur cœur, en fait. Parce que moi, finalement, quand on m'avait dit que mon cœur tapait fort, une fois dans mon lit, le soir, j'ai écouté mon cœur. Et je me suis dit, mais ouais, en fait, il tape fort. Une fois que tu l'as su. Une fois que je l'ai su. Bonjour et bienvenue sur ABC Talk dans l'émission « Et si on papotait ?» Et aujourd'hui, on va papoter maladies cardiovasculaires. Alors pourquoi les maladies cardiovasculaires? Parce qu'elles restent en France une des premières causes de décès. Chaque année, 150 000 personnes meurent d'une maladie cardiovasculaire. 120 000 personnes déclarent un infarctus du myocarde et 500 000 autres sont atteints d'insuffisance cardiaque. On peut même citer quelques chiffres au niveau des femmes. Si on se réfère spécifiquement aux femmes, les maladies cardiovasculaires sont vraiment en tête pour les femmes. Donc les femmes sont les premières victimes des maladies cardiovasculaires bien avant le cancer du sein, qui est la deuxième cause si je ne me trompe. 200 femmes en décèdent chaque jour en France et 25 000 dans le monde. Dans 8 cas sur 10, ça peut être évité par une bonne hygiène de vie et un suivi régulier. Et pour en parler, j'ai 3 invités extraordinaires puisque j'ai Sandrine Arcizet. Bonjour Sandrine. Merci. Donc Sandrine, tu es journaliste, présentatrice, on te connaît, présentatrice sur C8 des Animaux de la 8, de Gym Direct, et tu es chroniqueuse sur William à midi, dans l'émission William à midi. Je suis vraiment ravie de t'avoir avec nous parce que tu as une histoire à nous raconter pas du tout anodine et que tout le monde ne connaît pas. Oui, exactement. Merci beaucoup de me recevoir, Sandra. Je suis ravie d'être ici. Et de vous partager mon histoire. Merci. C'est vrai qu'on a un beau plateau. On a aussi Justine Wallard qui est chargée de communication au sein de l'association Petit Cœur de Beurre depuis 2022. C'est bien ça. C'est ça. Alors, toi, tu n'es pas directement concernée, mais comme les cardiopathies congénitales sont encore très méconnues, oui. Tu te sens vraiment touchée par ça. Et d'ailleurs, sont touchés 13 à 15 nouveau-nés par an en France. Donc, par jour. Par jour? Oui, ah oui, pardon, par jour en France, oui. C'est bien de me rectifier. Et donc, tu es là pour sensibiliser à cela, bien évidemment. Et nous avons aussi un docteur, le docteur Paul Mathieu Chiaroni. Toi, tu es spécialisé en cardiologie interventionnelle et en cardiologie du sport. Tu as une chaîne Instagram, enfin un compte Instagram où tu fais des vidéos. Donc, ça s'appelle ledoc.PM pour Paul Mathieu, où tu sensibilises sur les maladies cardiaques et je vous conseille vraiment d'aller voir ce qui s'y passe. Attention, cette vidéo pourrait bien changer votre vision sur l'au-delà. Si je vous disais qu'il existe un autre temps, un autre espace que celui que nous vivons. Eh bien oui, en effet, ce temps, cet espace différent, vous pouvez les retrouver à l'intérieur de vous, dans votre royaume intérieur, lors d'une expérience unique, immersion méditative médiumnique. De quoi s'agit-il? Eh bien, nous allons nous retrouver pour quelques dates exceptionnelles, tous ensemble, dans une salle, une expérience au cours de laquelle eh bien, nous allons traverser les temps et les espaces pour changer de dimension et vous permettre de rencontrer une personne qui est passée dans l'autre monde, peut-être recevoir un message, recevoir une guidance des anges gardiens et tout simplement une réponse à une problématique que vous vous posez. Cette immersion méditative médiumnique, elle est unique, c'est un concept qui va vous emmener dans un état modifié de conscience et qui va très certainement vous faire évoluer sur un champ de conscience différent. Alors n'hésitez pas à me retrouver pour ces quelques dates exceptionnelles et je me réjouis de participer avec vous à cette expérience transformative. À très vite!
Moi, j'ai une première question à poser. Elle va s'adresser à Sandrine, forcément, parce que toi, tu as été complètement prise en plein fouet par une maladie cardiaque, mais tu ne savais pas que tu étais malade, tu n'avais aucun symptôme. Raconte-nous tout. Oui, il y a maintenant 5 ans à peu près, j'ai eu une angine et j'avais très très mal à la gorge. Et comme je faisais du direct, il fallait absolument que je retrouve ma voix parce qu'elle commençait à le partir. Donc je vais chez mon médecin généraliste qui a l'habitude de me voir et il me dit à ce moment-là, écoute, c'est très étrange, mais j'aimerais bien que tu ailles consulter un cardiologue. Je trouve que ton cœur tape fort. Voilà, donc vas-y, va contrôler et puis on verra. Et puis bon, j'ai pas trop pris au sérieux parce que je lui dis, bah attends, j'ai pas de symptômes, tout va bien, je dors bien, je mange bien, j'ai pas les jambes qui sont gonflées, je suis pas essoufflée non plus parce que je fais pas mal de sport. Mais oui. Avec gym direct, donc voilà, j'ai attendu 2 mois, c'était au mois de juin, je me suis dit, bon, peut-être quand même consulter un cardiologue à un moment donné parce que tous les jours je passais devant l'enveloppe où il y avait marqué, ce serait bien d'aller voir un cardiologue. Donc j'y vais et à ce moment-là, on me fait un examen, un électrocardiogramme tout d'abord, il y avait rien d'anormal et après il me fait une échographie cardiaque. Et là il me dit, ah oui, non, en fait, là il y a quand même une insuffisance cardiaque qui est bien poussée. Il va falloir quand même faire des examens plus poussés, mais c'est bon, vous pouvez partir en vacances. Donc je dis bon, bah, s'il me dit que je peux partir en vacances, pas inquiète. Ça va, je m'inquiète pas trop. Mais quand on vous dit ça finalement, pendant les vacances, vous vous dites, alors là je suis en train de nager, là, je nage, je cours, mais est-ce que je peux vraiment faire ça? C'est quand même étrange. Donc finalement ça m'a trotté dans la tête et en revenant, j'ai une amie qui avait eu une intervention au niveau du cœur qui m'a dit va voir mon cardiologue et comme ça tu seras rassurée. Et en plus ça te fera un deuxième avis. Donc j'y suis allée et il m'a dit exactement la même chose, sauf qu'on a fait des examens plus poussés parce qu'il m'a dit faut quand même aller voir un peu plus loin. Et donc j'ai fait un angioscanner et qui a révélé donc bien évidemment mon insuffisance cardiaque qui était vraiment très avancée et un anévrisme de l'aorte prêt à exploser. Donc ça c'est il faut passer par l'opération à cœur ouvert. Alors, je te coupe tout de suite. Un anévrisme de l'aorte, qu'est-ce que c'est, Paul Mathieu? Alors, un anévrisme, c'est au niveau des vaisseaux sanguins. En fait, c'est quand une artère se dilate. Alors, théoriquement, c'est une dilatation qui perd ce qu'on appelle le paralysme. Ce n'est pas simplement une artère qui va se dilater. C'est une artère qui devient aussi plus fragile puisqu'elle prend une forme un petit peu arrondie. D'où le terme, justement, d'anévrisme. Et l'aorte, c'est l'artère principale du corps. C'est juste à la sortie du cœur. Et donc, c'est une artère qui est de très gros diamètre. Une aorte normale, c'est à peu près entre, on va dire, 2,5 à 3 cm. Donc c'est quand même déjà une artère qui est assez grosse et qui est sous pression parce qu'il y a tout le débit cardiaque, c'est-à-dire les 5 litres par minute qui sont pompés par le cœur qui passe par là. Et donc forcément, comme tu l'as dit, si elle est prête à se rompre, on imagine bien que si l'aorte se rompt, c'est la catastrophe immédiate. Ouais. Donc un anévrisme, c'est ça, c'est une dilatation de cette artère. Ouais. Tu avais conscience là à ce moment-là que... en fait, les médecins, oui, il me dit... mon cardiologue me dit, bon, bah voilà, il va falloir opérer. Non, tout d'abord, je fais cet angioscanner. Oui. Et quand je suis... pour moi, en fait, j'y suis allée, mais vraiment très, très sereine, en me disant, mais les médecins, mais vraiment... ils s'inquiètent pour rien. Il va me rassurer. Il va me rassurer. En fait, voilà, je me disais... Et même quand ils me font l'examen... je leur dis voilà aux infirmiers, non mais en fait je fais cet examen, mais j'étais vraiment dans un déni, convaincue qu'il n'y avait rien du tout. Et donc quand à la sortie de l'examen, on m'appelle et on me dit va falloir venez me voir, tout de suite on me met dans une petite pièce et là on me dit voilà vous avez un anévrisme de l'aorte, j'ai déjà appelé votre cardiologue, va falloir que vous fassiez opérer et tout. J'étais toute seule parce que j'étais vraiment allée toute seule parce que sereine. Bien sûr. Et là, c'est vraiment le choc, en fait. Il m'explique facilement, d'ailleurs, avec des mots simples. Donc ça, c'est très bien quand on tombe sur des médecins comme ça, comme tu viens de le faire. Oui, qui vulgarisent. Qui vulgarisent un peu, parce que c'est vrai que c'est pas si simple. Et il me dit, non, mais là, il faut opérer. Allez voir votre cardiologue. Voilà. Donc là, bien évidemment, je me suis retrouvée en larmes. J'ai l'impression que tout m'était tombé sur les épaules, que le ciel m'était tombé dessus. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et donc après, je suis allée voir mon cardiologue qui m'a dit, voilà, comment ça va se passer, il va falloir ouvrir, c'est une opération à cœur ouvert. Oui, il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Aujourd'hui, non. Et c'est vrai que peut-être pour des médecins, on se dit, bon, finalement, le cœur, on l'opère maintenant. Mais le cœur, c'est compliqué pour le patient parce que le cœur, c'est le moteur. Et
le cœur, il est associé à plein de choses. On parle souvent de son cœur, même ne serait-ce qu'en amour, etc. Enfin, on parle du cœur, mais on l'écoute pas finalement, son cœur. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour sensibiliser toutes les personnes à écouter leur cœur, en fait. Parce que moi, finalement, quand on m'avait dit que mon cœur tapait fort, une fois dans mon lit, le soir, j'ai écouté mon cœur. Et je me suis dit, mais ouais, en fait, il tape fort. Une fois que tu l'as su. Une fois que je l'ai su. C'est ça qui m'intrigue dans ton histoire, et là je m'adresse du coup au docteur, est-ce que c'est normal d'avoir aucun symptôme, à part le cœur qui bat fort, mais que tu n'écoutais pas? Non. Mais c'est assez marrant, excuse-moi, c'est pas du tout marrant, mais ce que tu décris, parce que c'est assez fréquent, et il y a deux types de situations, et après je vais répondre à ta question directement, mais tu as des gens qui viennent pour un symptôme. Typiquement, ils viennent parce qu'ils sont essoufflés, ils viennent parce qu'ils ont une douleur dans la poitrine, ils viennent parce qu'ils ont gonflé. C'est ça. Souvent, ils viennent en pensant être rassurés. Ils pensent que, enfin je dis moi, mais c'est le cardiologue, le médecin, que le médecin va leur dire non mais c'est rien de particulier, c'est normal, c'est ce que tout le monde espère. Mais au fond d'eux, ils sont quand même déjà un petit peu prêts à ce que possiblement il y ait un diagnostic qui soit posé. Même si souvent, après, il y a un petit peu de déni ou de choses comme ça. Mais quand on vient pour un symptôme, on se dit, bon, il y a peut-être quand même quelque chose. On est moins un peu à froid ou comme toi, tu viens et on te dit, bon, allez voir un cardiologue, peut-être que ce serait pas mal d'avoir un check-up. Et ça, moi, c'est ce que je vois régulièrement pour les certificats chez les sportifs, hein, qui viennent parce que le médecin leur a dit, non, mais avant de signer le certif pour le marathon, quand même, ce serait pas mal à 40 ans, à 45 ans, à 50 ans de faire un bilan chez un cardiologue. Ou alors la visite un petit peu routinière parce que j'ai entendu quelque chose à l'auscultation, ce serait mieux de vérifier, ou parce qu'il y a des antécédents dans la famille. Et c'est souvent des gens qui peuvent être sportifs, qui peuvent justement n'avoir aucun symptôme, et c'est toute la question, pourquoi est-ce qu'on peut n'avoir aucun symptôme et avoir une maladie cardiaque qui parfois est sévère. Et c'est contre-intuitif. En fait, si on comprend le corps humain, pas tant que ça, parce que le corps humain, c'est une machine qui s'adapte énormément. On le voit dans le cadre du sport, plus on fait de sport, et plus on est capable de faire énormément de choses. Quand on voit des gens qui partent courir 100, 200 km pendant plusieurs jours, quand déjà on fait pas de sport, on se dit déjà courir 10 minutes. Ouais, ça serait déjà un exploit. Donc on se rend compte que le corps il s'adapte à finalement quasiment tout ce qu'on lui demande. Et le cœur c'est la même chose. Et en fait pendant très longtemps, justement ces insuffisances cardiaques vont être compensées. Et en plus quand tu fais du sport, tu entraînes ton cœur. Donc ça veut dire qu'en fait possiblement que tu aurais eu de meilleures performances sportives, c'est même certain, si tu n'avais pas eu cette insuffisance cardiaque dont tu as parlé. Donc, en fait, il y a une période pendant très longtemps qui peut... Alors, ça dépend de la maladie, ça dépend de la brutalité. Il y a des choses qui se décompensent tout de suite. Un infarctus, on se réveille le matin, le cœur est normal. Au moment où l'artère se bouche, le cœur, il perd la moitié ou le tiers. Donc ça, c'est des insuffisances cardiaques aiguës qui viennent brutalement. Là, il n'y a pas de compensation. Mais dans tout ce qui est un petit peu chronique, où ça va progressivement, le cœur va s'adapter, il va se dilater progressivement. Les performances, c'est comme quand on vieillit. Progressivement, on se dit, bon, ouais, je suis un peu plus essoufflé. Ouais, bon, les 8 étages, là, j'en fais plus que 6, mais j'ai un peu vieilli, je fais un peu moins de sport, j'ai pris un peu de poids. On peut trouver plein d'excuses. Et au moment où on réalise que vraiment, là, on a là quand même un étage, c'est bizarre. Et du coup, il y a toute cette période, justement, où le cœur a compensé, qui fait qu'on n'a pas de symptômes, mais pourtant la maladie existe. Et le problème de ça, c'est que justement, au moment où ça décompense, et c'est le piège, c'est que justement, le cœur n'a plus aucune capacité d'adaptation et que là, ça peut aller hyper vite sur de la décompensation où des gens peuvent quasiment mourir dans la semaine en l'espace. Il serait passé quoi si ce fameux docteur n'avait pas entendu il n'avait pas entendu le cœur qui battait fort. Bien sûr. Sincèrement, elle aurait pu mourir. Il y a deux scénarios parce que du coup, il y a deux choses. Il y a l'anévrisme de l'aorte qui se dilate et il y a l'insuffisance cardiaque. Donc en fait, les deux peuvent avoir des conséquences mortelles. L'anévrisme de l'aorte, c'est le plus visuel. T'imagines que tu as ton aorte qui grossit. Moi, je dis que c'est un peu comme un ballon de baudruche. C'est exactement ça. Ça. Tu gonfles. Les parois, plus elles sont dilatées, plus elles sont sous pression et plus elles s'amincissent. Et au bout d'un moment, tu fais une petite poussée de tension ou simplement parce qu'à un moment donné, ça se fissure. Et vous imaginez, je pense, ce qui se passe. Si l'aorte se rompt, ça va très très vite. Hein. Dans les formes les moins sévères, c'est juste ce qu'on appelle les moins sévères, qui sont déjà extrêmement sévères, c'est ce qu'on appelle une dissection. Donc on peut avoir le temps d'agir pour réparer. Parce que justement, la paroi, elle commence à se fissurer, elle commence à se décoller, mais elle est encore contenue. Donc là, on peut avoir le temps d'opérer, mais ça reste une mortalité qui est énorme. C'est 1% de mortalité par heure. Ça veut dire que, globalement, en 2-3 jours, s'il n'y a rien qui est fait, l'aorte, elle finit de se disséquer et on meurt. Et dans les cas où l'aorte se rompt, où il y a une rupture et du sang qui part, en général, on n'a même pas le temps d'aller à l'hôpital parce que c'est des gens qui se vident de leur... Enfin, c'est une hémorragie massive
et il n'y a rien à faire. Ouais. Justine, des cas comme ça, l'association, tu en entends parler. Enfin, raconte-nous d'ailleurs le but de l'association Petit Cœur de Beurre. Alors l'association Petit Cœur de Beurre soutient les personnes nées du coup avec une malformation cardiaque. Le terme médical c'est cardiopathie congénitale. Et elle accompagne les patients et leurs familles, ainsi que les structures hospitalières et la recherche médicale. Et des cas comme les tiens, pour l'instant, j'en ai pas entendu parler, mais c'est vrai que, du coup, tu m'as dit que tu avais une cardiopathie congénitale. Oui, en fait, moi, c'était une naissance, en fait. Ouais. Mais tu ne le savais pas? Su, non. Et c'est possible, oui. L'insuffisance, ouais. pas la névrose, mais l'insuffisance, c'est une naissance. Et souvent, c'est diagnostiqué en anténatal, mais ça peut arriver que les personnes se rendent compte après. Pendant l'échographie, en fait, c'est quelque chose Oui, que voilà, l'échographe vérifie. Oui, par le cœur. Et ils vont consulter des personnes spécialisées. Peut-être que ça a évolué aussi. Oui. Possible aussi. Bah, c'est pour ça que j'ai fait intervenir plus 20 ans, l'association. L'association, c'est important aussi parce que donc si jamais on sait que son enfant a ce type de pathologie, on vous contacte au sein de l'association. Alors déjà, quand c'est diagnostiqué, généralement, les enfants sont opérés dès les premiers jours de vie, les premiers mois, où ça dépend des cardiopathies, parce qu'il y en a plus de 300. Donc, il y a un champ des possibles important. Et oui, les parents souvent nous contactent via Instagram parce que le cardiologue a parlé de l'association pour se sentir un peu moins seul, pour parler à des personnes concernées. Et voilà, c'est ce sentiment d'isolement qui... Mais c'est vrai, moi je rebondis, parce que c'est vrai que quand on nous apprend ça, c'est hyper dur. On se sent d'un coup... moi, je me suis sentie vraiment mal. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me suis dit, mais je vais mourir. Moi, vraiment, je pensais que j'allais mourir. Donc, moi, ça y est, je me voyais à mon enterrement. Je faisais des cauchemars et tout. Et le fait peut-être d'avoir un soutien, de parler à des gens qui ont vécu ça, ou en tout cas qui ont vécu quelque chose comme ça peut vraiment faire du bien. Les associations et les associations de patients aussi, pour avoir des gens qui ont vécu la situation, qui sont déjà passés par la chirurgie, de voir qu'après, il y a une vie possible après, et de se dire, tous ceux qui ont été opérés, c'est pas un truc où il y a très peu de gens qui en sont rescapés. Donc c'est vrai que c'est pour les gens, et puis surtout pour les familles, parce que là, il y a le contexte de toutes les maladies pédiatriques, où c'est un peu la chose qui tombe dessus. Je dis pas que quand on est adulte, mais... c'est sûr, c'est un événement une naissance, et on nous apprend ça. Et de base, on est moins choqué, entre guillemets, d'être malade quand on a 60 ans, alors que quand c'est des enfants qui ont des cancers, des malformations, on se demande toujours pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi... Il a rien demandé. Enfin, il y a toutes ces questions-là. Est-ce que j'étais un mauvais parent? Enfin, des fois, c'est ça, les questions. Ça remet en question toute la parentalité. Et du coup, c'est encore plus dur pour les parents qui peuvent clairement se sentir démunis. C'est pas génétique? Ça dépend. Il y a une tendance. Non, ça dépend. Il y a tout un tas de maladies génétiques où effectivement des malformations, des maladies. Oui, sur les 300. Comme tout globalement, voilà. Il y en a une bonne partie qui sont génétiques, d'où le fait d'ailleurs quand on a, et c'est un des messages de prévention, quand on a des maladies cardiaques dans sa famille, il faut aller voir un cardiologue, enfin sauf cas particulier, mais il faut aller voir un cardiologue pour tout ce qui est maladie de valve, maladie d'un cœur dilaté, d'un cœur hypertrophique, parce que ça peut se transmettre dans la famille, et donc il faut avoir un dépistage pour justement ne pas passer à côté et le diagnostiquer au début. Tout ne peut pas être prévenu, mais ça permet déjà, de se préparer, et deuxièmement, de ne pas arriver trop tard en se réveillant un jour en disant quand même là, je suis hyper essoufflé, ou sur une complication. Oui, c'est sûr. Tu en avais dans la famille, toi, Sandrine? Non, pas du tout. Après, j'ai ma maman qui est décédée brutalement. Et c'est ça qui a été aussi le déclencheur. C'est qu'après, je suis allée voir un autre chirurgien. Parce que comme je ne voulais pas du tout me faire opérer, faut savoir. Alors oui, on revient là-dessus. Donc on t'annonce que tu te fasses opérer. On opérer. m'annonce que je me fasse opérer. Donc voilà, c'est terrible, je pleure, ça ne va pas du tout. Je me dis, waouh, vous êtes sûre, vous ne pouvez pas me passer quelque chose par là, plutôt que m'ouvrir complètement, parce que c'est une opération à cœur ouvert. Donc non, c'est pas possible. Ah bon, alors je vais peut-être trouver un autre moyen. Non, c'est pas possible. Donc je vais voir quand même un autre chirurgien. Et donc, il me pose d'autres questions, en fait. Donc, c'était pas mal d'aller voir quelqu'un d'autre parce qu'il me pose d'autres questions. Aussi. Et il voit bien que j'ai pas du tout envie de me faire opérer. Il dit, je comprends bien, je sens que vous voulez pas. Et il me demande, les antécédents familiaux. Et je lui dis, là, j'ai ma maman qui est décédée à 51 ans. Du jour au lendemain, dans la nuit, et tout ça. Alors là, il m'a dit, vous savez pourquoi? Et tout. Je dis,
pas vraiment. Enfin, je trouve que c'est une embolie pulmonaire. Voilà. Et là, il me fait, bon, alors je vous arrête tout de suite. Vous continuez votre protocole. On ne peut pas se permettre voilà, de ne pas le faire. Et puis, de toutes les façons, il faut le faire. Parce qu'après, on va vous surveiller. Vous allez venir tous les mois nous voir pour voir si ça n'a pas changé. Enfin, il m'a dit, c'est ingérable. C'est ingérable. Même, il m'a dit, même vous, mentalement, c'est ingérable, en fait. Même pour votre famille, et tout ça, c'est ingérable. C'est une épée de Damoclès énorme. Exactement. Et donc, il m'a dit, il vaut mieux le faire. Et après, ils m'ont rassurée, bien sûr. Et ils m'ont dit, après, vous allez faire de la réadaptation cardiaque, vous allez voir. Mais c'est compliqué. Et ce que j'ai trouvé compliqué aussi, c'est quand on va voir l'anesthésiste. Parce que l'anesthésiste, c'est lui qui dit tout ce qui peut se passer pendant l'opération. C'est son rôle. Alors là, j'étais encore tous les risques. Ouais. Non, mais c'est vrai que le cœur, c'est compliqué quand même. Je dis pas que le reste, c'est pas compliqué, de se faire opérer d'autres choses. C'est vrai qu'il y a un côté très anxiogène. Quoi. On a vraiment peur. Enfin, moi, en tous les cas, j'avais très peur. C'est des chirurgies où on arrête le cœur, en fait. Ouais. Ne serait-ce que pour ça, il faut arrêter le cœur pour travailler dessus. Ouais. Donc rien que pour ça, on se dit toujours, est-ce qu'il va repartir? Alors quand on s'est opéré du doigt, on se dit toujours, bon, au pire, enfin conceptuellement, au pire on coupe là, quoi. Mais c'est un peu ça qui se passe. C'est un peu ça. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Et après, il faut se dire qu'il faut y aller, quoi. Quand il faut y aller, il faut y aller. Et puis, ce qui est difficile aussi, en tous les cas pour mon cas, c'est que je suis rentrée comme je suis là, voilà, en dynamique, parlant et ça, et je suis ressortie, mais extrêmement fatiguée, je ne pouvais plus lever les bras. Moi, ça me faisait extrêmement mal la cicatrice. J'avais vraiment terriblement mal. Après, ça dépend des gens. C'est très grand, enfin sans rentrer, mais oui, c'est de là à là quand même. Après, ça dépend des gens. Il y en a qui répondent différemment aux cicatrices. Et moi, j'avais très mal. Je ne pouvais pas dormir allongée. Enfin, pour moi, le après a été aussi très compliqué. Parce que je suis sportive, dynamique, j'avais peur de ne pas pouvoir du tout reprendre ma vie comme avant. Et de reprendre mes activités comme je pouvais. Et comme je ne suis pas très patiente, ils m'ont dit va falloir apprendre la patience. Parce que le corps, c'est ça, il va se remettre, mais avec un peu de patience et avec de la réadaptation cardiaque. Et ce que je dis aussi aux gens, ne passez pas à côté de votre réadaptation cardiaque. Parce que moi, ça m'a fait énormément de bien de me revoir, même sur une chaise, à lever juste un tout petit peu les bras comme ça et de me revoir 3 jours après à lever les bras comme ça. Et se dire, ça y est, le corps revient, ça évolue et je vais reprendre vie, en fait, en quelque sorte. C'est un peu ça. Et moi, ça m'a fait du bien. Après, j'ai fait d'autres techniques parce que j'arrivais pas du tout à dormir. Après, c'était mon cas particulier, mais moi, je sais que prendre des somnifères, tout ça, c'est vraiment pas mon truc. Mais je n'arrivais pas du tout à dormir. Et donc, il me disait, il faut vous reposer. Il faut, mais je n'y arrive pas. Même, il me disait, si vous avez des amis qui viennent et tout, et que vous êtes trop fatigué, vous dites non, parce que cette opération, apprendre à dire non. Il faut vraiment se reposer. Et donc, j'ai fait de la sophrologie et un peu d'auto-hypnose. Et ça m'a fait, j'ai fait 3-4 séances et ça m'a fait un bien fou, moi. Moi, ça m'a complètement libérée. Et j'ai pas pris du tout de médicaments pour dormir ni rien. Et je sais pas, de me repasser les séances le soir et tout, ça m'a soulagée et j'ai plus aucun problème pour dormir. Mais c'est très bien. Donc ça change de la médication. Voilà, moi j'ai trouvé ma solution. Après, chacun trouve sa solution. Mais c'est une piste. Mais c'est une piste à explorer. Et c'était facile. Je suis juste allée voir quelqu'un qui m'a aidée comme ça, 3-4 séances. Et c'est terminé. Donc d'ailleurs, Justine, ce type de cas, parce qu'on parlait de maladies congénitales, donc souvent des bébés, des nouveau-nés. Oui. Si jamais à l'âge adulte, Sandrine avait appelé l'association pour avoir une écoute, c'est possible, hein? Ah oui, on a des adultes concernés qui justement sont qu'on envoie à des personnes aussi qui sont adultes. Ça dépend en fait des cas. Si c'est des parents, on envoie des parents concernés, si c'est des adultes concernés. Et oui, on en a qui vont dans les hôpitaux aussi, qui font des visites, notamment à l'hôpital Georges Pompidou, qui a un qui a un service de cardiopathie congénitale adulte. D'accord, oui. Voilà. Donc il y a cette possibilité d'avoir quand même. Non, mais c'est bien de le savoir. Oui, on en a quand même beaucoup, comme des parents en fait, mais voilà. Oui, parce qu'on peut se sentir très démuni si on n'a pas un médecin qui est très bavard, si on n'a pas une famille qui nous entoure. C'est bon de savoir qu'il existe des associations qui sont là. Et même, ça fait toujours bien d'entendre le témoignage de quelqu'un qui a vécu une opération. Moi, je sais que quand j'en parle, j'ai après sur les réseaux sociaux, j'ai plein de gens qui... Alors, je dis, moi, je ne suis pas médecin. Je vais vous parler de mon cas particulier. Après, je vous... aller consulter quelqu'un, un cardiologue, un chirurgien
chirurgie Non, cardiaque. mais ça donne des astuces mais ça un peu donne, pratiques. ouais, voilà. Moi, Ne serait-ce quand que la je disais, sophrologie, par la exemple. Bien sophrologie, sûr. l'auto-hypnose, comment j'ai pu dormir à moitié allongée, enfin, comment je me sentais dans ma tête, à quel moment j'ai pu reprendre le sport, enfin, D'ailleurs, est-ce à que je quel peux moment manger normalement, enfin voilà. C'est une question que je me Non, pose. mais ça a été, en vrai, ça a été, ça a été rapide parce qu'au bout d'un mois déjà, je marchais mieux. Enfin, rapide. c'était assez rapide finalement. Et moi, je pensais que ça allait prendre genre une année. Enfin, voilà. Après, au bout de 2 mois, déjà, ça allait mieux encore. Et puis, au 3e mois, en plus, après, il y a eu le Covid, etc. Donc, j'ai fait plein de séances de sport chez moi. Et là, ça a été génial. Moi, je me parce souviens, que, parce que bon, j'ai eu la chance, entre guillemets, c'est pas une chance d'être à tes côtés quand tu es dans ce cadre de la maladie, mais bon, je travaillais sur la même chaîne que toi à cette période, et on n'en a jamais parlé, mais moi, de mon regard, je te le dis aujourd'hui, quand tu es revenu sur la chaîne, alors où tu cachais bien les choses, où tu avais superbement bien récupéré. Moi, je trouvais que c'était la Sandrine, je n'aurais pas su que tu t'étais fait opérer à cœur ouvert. Non, mais rien. en fait, c'est ça. Ce qui me reste, c'est ma cicatrice et ce que j'ai vécu. Mais j'ai récupéré très vite et j'ai repris mes activités, mais comme avant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire Je t'ai aussi. vu retourner dans un rythme C'est que, oui, de c'est ça. vie. C'est que, bien évidemment, ça dépend de chaque personne, de l'âge aussi, et puis de ce qui s'est passé, etc. Mais moi, j'ai quand même une vie très active. Donc, j'aime direct, je fais beaucoup de sport. J'anime des émissions, je pars en tournage, donc je pars en voyage tout le temps, en déplacement. Et ça, j'avais peur de ne pas pouvoir le refaire. Et en fait, j'ai repris exactement mes activités, je mange tout à fait normalement, je fais du sport. En fait, j'ai aucun interdit. Ça, j'ai bien demandé à mon cardiologue, est-ce que j'ai des interdits? Est-ce qu'il y a des choses vraiment... Il m'a dit non, non, non. Ça y est, tu es guéri. On a changé. Alors moi, ils ont vraiment coupé mon aorte, ils ont mis un bout d'aorte, autre chose, une prothèse en fait. Hein. Un tube. Voilà, c'est ça. ça. Ils ont remplacé et il m'a dit ça se fond vraiment. Parce que moi, au début aussi, quand je me suis fait opérer après, je me suis fait opérer, j'avais peur que ça se décroche tout ça. Donc j'avais ça aussi dans la tête. Je disais, non, mais attends, si je fais ça, ça se trouve, ça va se déchirer. Mais justement, ça se garde etc. à vie ou il y a non, mais- besoin à un moment, c'est une question qu'on peut se poser, de réopérer. Non, globalement, les prothèses aortiques, donc effectivement, hein, c'est des tubes Ouais. compatibles. Alors, il y a plein de techniques, il y a des Bentall, il y a des tubes sus-coronaires. Globalement, tout ce qui est tube ou prothèse, justement, on va dire compatibilisée, parce que c'est pas un tube de plastique qu'on prend. Non, mais non. Sinon, ça se passerait pas très bien. D'où l'intérêt aussi de la recherche pour ouvrir un petit peu et de trouver des matériaux, de trouver des techniques, etc. Mais pour tout ce qui est tube aortique, globalement, sauf complications, c'est-à-dire en gros parce que du coup, tu as ton aorte et on a mis le tube à l'intérieur qu'on a suturé. Ouais, Sauf que ce exactement. qui peut se passer, c'est des fuites autour. C'est que si la suture n'est pas parfaitement étanche, bah, des fois le sang peut continuer à se faufiler un petit peu entre le tube et ton aorte native et continuer à la dilater un petit peu. Et donc ça s'appelle des endofuites. Bon, toujours est-il que ça peut être amené, on peut être amené à les réopérer. Ou si la maladie de la valve progresse, parce que du coup, selon ce qui a été fait sur la valve, parfois on peut changer par une prothèse de valve. Et la prothèse, ça vient des animaux et du coup, bah, ça peut dégénérer parce que c'est un corps étranger. Même s'il a été compatibilisé, il va quand même se détériorer un petit peu plus vite. Donc on peut être amené à réintervenir. Mais tout ce qui est tube aortique, globalement, voilà, sauf complications, ça dure toute la vie. Pour les valves, c'est un peu différent. Quand on change la valve, on peut, selon le type de valve qui a été mis, il y a des mécaniques en métal, hein, pour le coup. Il y a des biologiques, il y a des greffes, des homogreffes. Donc on prend une valve, on t'en met une autre. Il y a plein de techniques. Voilà, on fait plein de choses. Mais globalement, ça dépend un petit peu. Mais on peut être amené à réintervenir juste par la durée de vie de la prothèse. Ouais, c'est ça. Alors moi, j'ai eu la chance, on m'a Ouais. pas changé la valve, on me l'a réparée. Donc, je suis suivie pour voir, voilà, bah, justement, c'est important d'avoir Oui. un Bah, il faut suivi. croiser les doigts, mais si tu as une fuite qui est modérée, ouais, voilà, ça peut donc tout à fait durer normalement, ça très devrait longtemps. durer. Et mon médecin m'a dit, mais non, tu reprends tes activités comme avant, il n'y a pas d'interdit. Et ça, c'est juste génial. Se faire opérer du cœur et se dire qu'après, on reprend sa vie tout à fait normalement. Pas C'est d'interdit, juste- merci mais la recherche. Un Merci la... minimum d'hygiène de vie. Ah tout de oui, même. bien Voilà. sûr, l'hygiène Oui. de vie, il ne faut pas faire n'importe quoi, commencer à fumer, à je De sais toute quoi. façon, même si on est en C'est bonne important santé, de le redire. ça prépare le terrain. Il faut ouais. que... Ouais. C'est hyper important d'avoir une bonne hygiène Ouais. de vie. Ce que tu avais, c'est ça qui est fou Oui, finalement. mais moi, c'était une naissance. Mais oui, En oui, fait, c'est c'est pas sûr. parce que Ce j'avais n'est pas une- apparu. Oui, c'est pas parce que j'avais une mauvaise hygiène de vie que j'ai eu un souci. C'est que c'est une naissance. C'est que c'est S'il y voilà. avait eu une mauvaise hygiène de vie, ça serait apparu Bah, bien avant. Ça serait apparu. Alors pour le coup, pour les valves, j'ai pas envie de donner des conseils. Le cardiologue, il a dit c'est bon, faites ce que vous voulez. Globalement, pour les valves, c'est des choses où il n'y a pas grand-chose Oui. pour prévenir. C'est vraiment de la détérioration mécanique. C'est si ta valve a une malformation, en fait, elle va se
elle va se détériorer plus Bah vite. Et globalement, hein, que ce soit sportif, pas sportif, ça change assez peu de choses à l'évolution, contrairement aux maladies des artères et à plein d'autres maladies cardiaques. Mais là, c'est vraiment de la mécanique, et le jour où ta pièce, elle est détériorée, garagiste, clac-clac, il Bah, change. c'est ça, hein. C'est ça, c'est de la mécanique pure et dure. Ouais. Ouais, oui. Effectivement. Contrairement à l'athérosclérose, enfin voilà, tout ce qui peut être lié à l'alimentation, C'est ça. l'activité physique et Mais tout le reste. c'est pour ça que la recherche, je sais que tu fais de la recherche, est très très importante. Parce que si on n'avait pas, par exemple, moi, trouvé ce tube pour mettre sur mon aorte, voilà. Hein. Ah bah tu serais né il y a peut-être 100 ans, enfin je sais pas de Ah bah il y a 100 ans. il y a 100 ans c'était Voilà. fichu. Oui. C'était l'opération sans gants. Ah bon, faut se laver les mains avant d'opérer. Peut-être pas franchement. fichu d'ailleurs, hein. Elle aurait peut-être survécu, Warrior Sandrine, mais... Non, les débuts de la chirurgie cardiaque, je vais peut-être dire une bêtise sur la date exacte, mais c'est début des années 50, 60. Ouais. Donc c'est pas si vieux, hein. C'est-à-dire que nos grands-parents, maladie cardiaque, c'était personne. Et encore, à l'époque, c'était les débuts. C'est-à-dire, début, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, c'était, je vais pas dire de la boucherie, je vais pas... Oui, mais le taux de mortalité, il était beaucoup plus important qu'aujourd'hui, où c'est des interventions quand même qui sont de routine, même si c'est pas des chirurgies fréquentes, mais c'est quand même des interventions qu'on fait tous les jours. Enfin, moi non, si moi je opère, ça va mal se passer. Là, ce sera une boucherie. Quelle sincérité. Donc il faut avoir appris la technique, mais le taux de mortalité et la durée d'intervention, la durabilité des matériaux, tout ça, c'est quelque chose justement qui progresse en permanence, et donc clairement d'où l'intérêt de la recherche. Alors, il y a plein de débats éthiques sur la recherche que je ne vais peut-être pas aborder pour pas déchaîner les passions et aussi tout le reste avec les autres émissions, mais c'est sûr qu'il faut justement expérimenter et tester tout ça. D'ailleurs, si je dis fondation... Cœur et Recherche, la bien, fondation Cœur et Recherche, oui, je suis à leur côté parce que justement, ils essaient de financer, trouver des moyens pour la recherche. Et puis aussi, ils sensibilisent beaucoup pour le cœur des femmes, parce que les maladies cardiovasculaires, les femmes sont très impactées. En fait, c'est la première cause de mortalité chez les femmes, les maladies cardiovasculaires. En France et puis dans le monde. Donc, il faut vraiment s'intéresser aux femmes et aux maladies cardiovasculaires. Et souvent, quand on est une femme, on ne le sait pas parce qu'il n'y a pas vraiment de choses qui sont dites dessus. Et c'est bien pour ça que moi, j'essaie aussi de sensibiliser, parce que comme ça m'est arrivé, même si c'est une naissance, mais c'est important que les femmes aillent consulter. Alors, en plus, les médecins ne disent pas allez consulter un cardiologue. C'est très ancré, c'est ancré pour des raisons statistiques. C'est que typiquement, une des maladies les plus fréquentes, c'est les maladies artérielles. Et ça, c'est vrai que ça reste une maladie plutôt d'homme, encore que c'est pas exclusivement lié à l'homme, mais en fait, il y a un rôle des hormones où les femmes, globalement, sont à peu près protégées. C'est pas une protection 100%, mais il y a un facteur protecteur des hormones féminines, œstrogène, progestérone, qui fait que les maladies coronaires mettent beaucoup plus de temps à se développer chez les femmes, même s'il y a une mauvaise hygiène de vie, de l'hérédité. Mais après la ménopause, ça rattrape très très vite. Donc c'est sûr que ça reste une maladie où les hommes sont un peu plus touchés. Donc forcément, c'est pour ça qu'on garde en tête la personne fumeuse, coronarienne, l'homme, et puis à l'époque aussi, jusqu'à il y a peu, ça s'est un peu inversé, mais c'était les hommes qui fumaient beaucoup plus que les femmes. Donc c'était un peu le cliché de l'homme de 60 ans, fumeur, un peu de surpoids, pas trop de sport, et puis un peu d'hypertension. Et puis du coup, forcément, c'est un cocktail explosif pour les maladies coronaires. Et donc les femmes étaient moins sujettes à ça. Mais aujourd'hui, ça change, et donc bien sûr que les femmes peuvent être atteintes. Donc la recherche est en train de changer et a raison. Il y aurait un intérêt à aller systématiquement voir un cardiologue tous les 2 ans. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une fréquence ou c'est le médecin traitant C'est un vrai débat. Alors là, je vais parler hors recommandation, mais c'est-à-dire qu'à l'échelon individuel, le fait de voir un cardio, un électro, une écho, ça dépiste tout un tas de maladies. Le problème après, c'est que la sécurité sociale et les recommandations font que il y a une question de budget. C'est que si on dépistait 68 millions de Français, ça ferait beaucoup d'argent à dépenser pour la sécurité sociale, qui ne serait pas rentabilisé, parce que quand on dépiste à 60 ans, c'est rentable parce que la probabilité elle est élevée, entre guillemets. Quand on dépiste à la naissance, tu as dit au début que c'était 22, je crois, par jour. En gros, 13 à 15 naissances, c'est ça. 13 à 15. Donc ça fait pas tellement par rapport au nombre de naissances en France. Je sais pas combien de personnes naissent par jour, mais on est à beaucoup plus que ça. Donc la probabilité. Pas par jour. Sinon, pas par jour. On n'est pas très bon dans les chiffres. Aujourd'hui avec les jours et les ans. Vous avez remarqué. Moi ici, c'est pour ça que j'ai pas donné de chiffres. Je suis resté flou. Mais voilà, en gros, c'est moins d'1%. Et puis on peut pas tout dépister en plus par un électro, une écho.
mais on trouverait peu de choses, donc ce serait pas rentable. C'est comme les bilans à 15 ans, à 20 ans, on trouve des choses, mais on n'en trouve pas énormément. Donc sauf quand il y a des symptômes, des maladies dans la famille ou autre, globalement là on fait monter un petit peu le risque. Mais sinon, c'est une question économique et aussi une question de disponibilité. Il y a déjà des régions où les gens qui ont déjà des douleurs, des symptômes de l'essoufflement, ils trouvent pas de médecin, pas de cardio. J'en ai qui viennent me voir donc à Paris, ils me disent, bah moi, dans ma région, il faut 1 an pour avoir un rendez-vous chez le cardio. Si en plus on rajoutait dépister tout le monde, impossible. Ouais, mais moi je trouve que ça serait. Voilà. Il faut des bons médecins traitants qui écoutent bien le cœur. Ouais, mais c'est pas évident, je crois. C'est pas évident. C'est difficile. C'est vrai, ouais, c'est ça. Je pensais que même pour parler en tant que cardiologue, je trouve, on a perdu de l'oreille. Parce que moi je sais que j'ai appris à ausculter, mais je l'ai très peu appris par rapport à avant. Moi, aujourd'hui, un bon cardiologue, c'est surtout un cardio qui sait faire une bonne écographie, qui sait lire un électro. Ça a évolué, oui. À l'époque, quand on t'envoyait en chirurgie sur une auscultation, fallait être sacrément. Je vais pas dire d'expression, mais fallait être assuré dans son diagnostic pour dire bon bah là je pense que c'est une fuite sévère parce que l'auscultation elle a telle tonalité et puis elle va à tel endroit. Alors il n'y avait pas que ça, il y avait aussi les radios, ils regardaient la silhouette cardiaque pour savoir si le cœur est dilaté. Aujourd'hui on la regarde même plus. Oui, c'est différent. Donc, les techniques. C'est ça, c'est qu'en fait il faut vivre avec son temps et aujourd'hui bah forcément on a l'écho tellement facile au lit du patient, il y a même des échographes portables, tu sors de ta poche, tu fais un coup d'écho. L'auscultation, en fait, moi je pense que mon oreille, j'ai pas honte de le dire, elle est pas bonne parce que des fois j'ai même des médecins traitants, vieux entre guillemets, 60-70 ans, ils m'envoient pour un souffle, j'écoute, franchement, faut vraiment tendre l'oreille. S'il m'avait pas dit, je pense que je serais potentiellement passé à côté. Mais des fois des trucs minimes, et effectivement des fois c'est des trucs à l'écho minimes, mais je me dis il avait pas tort, il y avait un micro truc. Et je parle pour moi parce que j'ai pas d'ego là-dessus. Oui, mais c'est très bien. De dire que globalement je pense qu'on est tous moins bons aujourd'hui parce qu'en fait on écoute beaucoup moins parce qu'on a l'écho beaucoup plus rapide et aussi qu'on nous l'a moins appris parce que aujourd'hui parce qu'on a l'écho plus rapide, parce qu'on apprend. C'est comme le scanner et la radio. Avant les gens ils avaient la sémiologie de la radio. Alors oui, le débord coestal, aujourd'hui la radiothorax, on l'a fait parce que ça fait plaisir aux gens et que c'est rapide et qu'on voit des trucs. Mais sinon, on va tout de suite au scanner. Donc il vaut mieux savoir lire un scan, une radio, qu'une radio. Mais, je sais que on dit souvent t'as un souffle au cœur, mais bon, c'est pas grave. Mais est-ce que c'est grave finalement un souffle En fait, le souffle, c'est une constatation donc d'auscultation. C'est en gros normalement les battements cardiaques, ça fait poum 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 et il y a rien entre. Sauf que quand tu as un souffle, du coup, tu entends un alors, il y a différentes tonalités, différentes forces, différentes localisations. Et je crois que c'est à peu près 10% des enfants qui ont un souffle. Donc, la plupart, c'est quasiment 9 sur 10, ou la quasi-totalité, c'est des souffles fonctionnels, bénins de l'enfance. En fait, le souffle vient juste d'une accélération du sang qui passe dans une cavité. C'est-à-dire que quand le sang il passe dans un trou, il accélère et du coup, il fait vibrer les parois. Et donc, c'est ça qui donne à l'oreille le souffle. Donc, ça ne préjuge pas d'une maladie. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, il y a une petite accélération qui se fait. Et souvent, c'est dans l'orifice de sortie, quand le cœur est un peu tonique et que le sang accélère un petit peu. Et parfois, c'est parce qu'il y a une valve qui a une fuite, c'est-à-dire que le sang reflue. Et donc, il revient par une incontinence de la valve. Parfois, c'est une valve calcifiée qui va justement plus s'ouvrir. Et donc, le cœur, il lutte vraiment pour faire passer le sang. Donc le souffle, souvent chez les enfants, dans la quasi-totalité du temps, il est bénin. Il faut juste pas rater le moment où le souffle va être justement une maladie. Parce qu'on peut, et des fois il y en a, c'est oui, j'ai un souffle depuis longtemps et on fait un coup d'écho et on se dit ah ouais. Mais ça peut évoluer, c'est-à-dire qu'il peut être bénin en fait, c'est pas tellement le souffle qui est malin ou pas. Il y a des caractéristiques qui font dire, mais c'est surtout la maladie qui est en dessous. C'est ça. C'est ça l'important. Si c'est un souffle fonctionnel et qu'il n'y a rien et que le cœur est de morpho normal, en fait, le souffle, c'est rien. Et voilà. Et si par contre il y a une fuite de valve qui est minime, modérée, elle peut évoluer avec le temps, elle peut s'aggraver. Donc il faut la surveiller. Moi, j'ai une question pour Justine. Finalement, tu travailles dans cette association, mais tu as quelqu'un dans l'entourage, parce que toi, je crois que tout va bien, et tant mieux. Tu as quelqu'un dans l'entourage, qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans cette association ? Moi, j'y suis allée déjà pour mes études de base. J'ai fait mon alternance en fait chez Petit Cœur de Beurre, et qui s'est concrétisée cette année, l'année dernière du coup. Mais ce qui m'a, en fait, quand j'ai vu Petit Cœur de Beurre, ça m'a beaucoup touchée parce que un enfant sur 100, c'est énorme, et pourtant encore très peu connu.
Et je me suis dit, moi, en tant que chargée de communication, je peux peut-être aider justement à faire connaître davantage l'association, à sensibiliser davantage. C'est pour ça que je suis allée chez Petit Cœur de Beurre. Et si on veut aider l'association, comment on fait? Alors, je sais qu'il y a un très beau t-shirt là que tu portes aujourd'hui. Sur notre boutique en ligne, qui est sur notre boutique, mais simplement, il y a plein de façons d'aider. Il y a en parler autour de soi pour faire connaître. Ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, et merci beaucoup d'ailleurs. Il y a faire un don, forcément, sur notre site internet. Et puis aussi rejoindre l'aventure Petit Cœur de Beurre, devenir bénévole, aider. Vous faites des interventions tout autour de la France? Est-ce qu'il y a des... Voilà. Alors, on a 80 bénévoles partout en France. On a plusieurs antennes. On intervient dans 23 structures hospitalières. Et oui, il y a des interventions. On peut créer des événements, notamment pour promouvoir l'activité sportive, parce que c'est important de prendre soin de son cœur, même si on a une malformation. On intervient aussi dans les structures hospitalières pour aller voir les patients. Notamment là, on a été faire la galette. Et puis, on fait aussi des événements. Là, on a fêté nos 10 ans. On rejoint, on fait aussi des pique-niques en septembre pour qu'on se retrouve tous et qu'on parle. Partage. Voilà, qu'on partage, que les patients puissent se parler, pour échanger, pour raconter leur histoire. Enfin, voilà. Ah, super, très c'est sûr qu'en plus, chez des enfants, l'activité physique à cet âge-là, c'est une vraie question. Ah bah oui, ça c'est sûr. On a un événement à un enfant, bien sûr, ce qu'il peut faire, pas faire, c'est vraiment... Oui. Tous les ans, on organise notre Même pas peur day, pour pas avoir peur de faire du sport malgré sa malformation cardiaque. Et durant cette journée, il y a plein d'activités sportives, du golf avec des professionnels du sport, il y a de l'escalade, il y a un peu de tout. Ne pas avoir peur de faire du sport, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu pensais ne pas pouvoir reprendre normalement. Et pour toi, la Sandrine d'avant, c'est la même aujourd'hui. Oui, c'est la même. Même en termes de... Puisque tu fais beaucoup de sport. Non. C'est tout pareil. J'ai eu une parenthèse dans ma vie, voilà. Et heureusement que je l'ai eu. Une page, hop, finalement, parce que... voilà. Mais le sport, c'est hyper important. D'ailleurs, les médecins le disent, il faut avoir au moins une activité 30 minutes par jour minimum. Et puis, il ne faut pas, parce qu'on s'est fait opérer du cœur, alors après, ça dépend bien sûr de chacun et de la vie des médecins, mais le sport, il faut continuer à faire du sport. Il ne faut surtout pas s'arrêter en se disant « Ouh, il s'est passé un truc là, j'arrête tout, je ne fais plus rien. » Cette peur de se dire ça va éclater. Non, parce que moi, en fait, quand je me suis fait opérer, allez, peut-être, je sais pas, peut-être 4 jours après, j'ai plus vraiment en tête, il y avait un kiné qui était là et qui me disait « Oh, tu vas avec tous les patients là dans le couloir, tu restes pas du tout allongé. » Oui, mais j'ai très très mal. Non, mais non, en fait, tu y vas. Et en fait, on est en groupe et on commence à marcher doucement. Moi, j'avais vraiment du mal. Donc, on marche, on lève un peu les bras, ils nous motivent et tout. Et en fait, tout de suite, finalement, ils vous remettent debout. Et à reprendre une activité. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était génial de ne pas se laisser aller en disant « là, il m'est arrivé ça, je ne vais jamais pouvoir reprendre ma vie comme avant et tout. » Non, pas du tout. Et le sport, c'est hyper important parce que moi, c'est vraiment ce qui m'a sauvée encore une fois après. Parce que ça me vidait la tête. Je pensais à autre chose. Je voyais que mon corps reprenait vie, et que ça allait mieux. Et voilà, donc après, je suis allée dans ce centre de réadaptation cardiaque, où là, je commence à faire du tapis aussi, un peu de vélo, de la marche, etc., de quelques cours de gym, encadrés par des infirmiers. Il y a des cardiologues qui sont là aussi. Comme ça, c'est hyper rassurant. Ouais. Et puis, en plus, on peut encore une fois poser ces questions. Moi, j'avais, je crois, tout ça, tous les jours de liste de questions. Alors, j'ai ressenti ça. Est-ce que c'est normal? Parce qu'en fait, après, on s'écoute beaucoup. Avant, on ne s'écoutait pas du tout. Et avant, on s'écoute beaucoup. Alors, il s'est passé ça, j'ai eu ça. Non, mais c'est... moi, c'était particulier. Non, mais l'esprit humain, il est... Non, mais c'est fou. Il est fou, hein. Ouais, c'est fou. Et moi, en tout cas, j'avais vraiment besoin d'être rassurée. Et le fait aussi d'être dans ce centre, on rencontre d'autres patients qui ont vécu aussi des choses liées au cœur. Et donc, on partage ensemble. On se sent moins seul, en fait. On se sent beaucoup moins seul. Et moi, ça m'a fait vraiment du bien. C'est important de le dire, ça, pour les personnes qui pourraient se sentir seules. Parce que tu parles de reprise de sport, mais pour toi aussi, ça va être... c'est peut-être pas une des questions que tu as au quotidien, mais pour les parents, parce qu'il y a le côté de se brider soi-même. Il y a des patients, ils disent, moi, j'ai peur, je suis cardiaque, est-ce que je peux forcer? C'est des questions totalement légitimes, parce qu'on se demande toujours, est-ce que je vais pas aggraver, est-ce que je risque de mourir? Si je vais dans le rouge, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a aussi parfois les familles.
Ce qu'on voit aussi, c'est infarctus, 70 ans. Ah là là, papy, non mais papy, ne te lève plus du canapé. Attention, non mais t'as vu quelque chose. Ah oui, je vais le faire pour ouais, toi. on va le faire pour toi. Non, non, surtout ne te lève pas. mais non. Et puis au bout d'un mois, 3 mois, ça devient déjà que souvent avant, on a une petite tendance à se faire servir quand même. Il faut pas le demander 2 fois. Donc après, ils font plus rien du tout. Ils font plus les courses, ils font plus la cuisine, ils se lèvent plus, ils font plus Ça, rien. Ils sont totalement et ça, c'est pas possible. maternés. Et pour les parents d'enfants, je sais pas exactement si c'est pareil, mais je pense qu'il y en a qui doivent avoir très peur pour leur enfant, genre surtout Très surprotecteur. voilà, surprotecteur. Surtout ne force pas, ne va pas courir. Non, je vais te faire une dispense de sport à l'école. Oui, oui, ça peut... Je pense qu'il doit y avoir ce genre de scénario. Et Oui, puis l'association permet de les voilà, rassurer. oui, Voilà. ça les aide Ouais. à voir que c'est possible Voilà. et que... Et peut-être qu'il y a plein s'amusent, d'autres et puis- enfants, parents qui laissent aller et on se dit, ah bon, Ouais. peut-être Après, que- oui, ça dépend après des recommandations du Bien sûr, cardiologue, ouais. évidemment, mais oui, ça les rassure de savoir que voilà, c'est toujours important, enfin, c'est quand même important de faire Ouais, du ouais. sport et de continuer à être actif, quoi. Bah, oui. Non. Juste pour revenir aux femmes, les femmes maintenant, elles sont très actives, elles ont un emploi du temps comme ça, et je pense que c'est ça Comme les aussi hommes, hein. qui fait Voire que, plus. Ouais, non, mais c'est Sûrement ça aussi plus qui même. fait que, bah voilà, on s'interroge plus sur le cœur des femmes et qu'on s'est rendu compte que le stress. Enfin, toute la vie quotidienne, etc., bah, ça engendrait des soucis et que les femmes étaient aussi touchées par les maladies cardiovasculaires. Et c'est vrai que souvent l'homme, quand il a mal au bras, oh là j'ai mal au bras, je pense que ça y est, je suis en train de faire un infarctus. La femme, souvent, quand elle a mal au bras, et ça, non, elle a porté son Voilà. enfant hyper lourd Ouais. et tout, et elle se dit pas qu'elle est en train de faire un malaise cardiaque en fait. Et c'est là aussi le problème entre les deux, c'est que l'homme, on a beaucoup parlé des maladies. Oui, c'est ancré qu'un homme qui fait un infarctus. C'est pour ça que c'est bien c'est ça. qu'on parle des possible. femmes. Voilà. Mm. Et donc, et les femmes, en revanche, non, on le dit pas ou on le dit peu. Et donc, non, mais il faut en parler parce que quand on a mal au bras, Et- etc., c'est la même chose Et qu'un les homme. symptômes sont un peu différents. Moi, En plus, oui. je sais, enfin, bon, il y a dans la globalité, mais aussi un des symptômes qui me marque toujours, c'est le soutien-gorge me serre. Et parce qu'en fait, c'est des compressions dans la poitrine, Ouais. là où l'homme va dire bon, ça m'appuie, ça me serre un peu. Des fois, c'est dur à décrire, mais quand il y a des femmes qui disent ouais, mais j'ai l'impression que mon soutien-gorge me serre, mais je pense que, j'ai envie de dire, à 50 ans, il n'y a pas de raison que les seins grossissent ou sauf grosse prise de poids, mais cette sensation quand c'est à l'effort ou autre de soutien-gorge qui serre. Et des fois, oui, j'ai changé de taille de soutien-gorge. Bon, ça n'a pas changé, ça n'a Oui. pas amélioré. Et donc, c'est parfois Ouais. des douleurs, justement, cardiaques, parce que c'est un peu différent dans la description Ouais. que la forme typique de l'homme, douleur compressive, Exactement. à l'effort, Ça, dans c'est le bras, la important. mâchoire. Ouais, c'est important de s'écouter. Eh ben, on arrive Vraiment. sur la fin de l'émission et je vais demander à tous les trois s'il y avait une phrase, mais je pense que c'est ce que tu viens de dire, une phrase à dire à la personne qui nous regarde et qui a peut-être des doutes sur C'est sa vraiment santé cardiaque. de s'écouter, voilà, au calme, et puis même dans la journée, de voir s'il y a des changements dans la vie quotidienne, voilà, on est plus fatigué ou autre. Le soir aussi, moi, ça a été ça, dans le lit, quand il n'y a plus de bruit, bah voilà, j'ai ressenti que mon cœur tapait fort. C'est vraiment de s'écouter et de ne pas se dire ce qu'on vient de se dire, justement, ah bah non, mais c'est rien, c'est parce que, voilà, j'ai porté les sacs ou je ne sais quoi, du coup, c'est pour ça que j'ai un peu de courbature. Non, si c'est dans le temps, en fait, si ça dure dans le temps, c'est bien d'aller consulter un cardiologue et voilà, de faire un électro et une échographie. Ça, c'est très important de faire une échographie pour voir s'il n'y a pas un souci. Merci Sandrine. Toi, Paul Mathieu, tu dirais quoi à la personne qui nous regarde, même J'ai si c'est plein- redondant Non, hein. j'ai plein de choses à dire, Ah, mais alors, en non, une mais je phrase, dirais, une ou deux. s'il y a un doute, pour rebondir un peu dessus, c'est s'il y a un doute, il faut pas non plus être hypochondriaque. C'est-à-dire que des fois, j'ai des gens, oui, j'ai eu une pointe, ça a duré 1 seconde, ça m'a picoté. Oui. Bon, des douleurs, on en a là, enfin, tant que ça dure pas et que c'est épisodique, c'est souvent rien du tout. Mais si c'est quelque chose qui commence à revenir à l'effort, un essoufflement, un symptôme, des palpitations, quelque chose qui est récurrent, il faut en général s'inquiéter. En général, on le sent un petit peu, on essaie de l'enfouir, le subconscient, il l'enfouit, mais on se dit, il y a quand même quelque chose qui est un peu anormal, là, il y a quelque chose qui va pas. Mais des fois, on se dit, non, mais ça va parce que je suis jeune, non, mais je suis sportif, il peut rien m'arriver, je suis sportif, j'ai des bonnes performances, j'ai couru mon marathon en 3h30, franchement, propre. Donc, non, en fait, malheureusement, il y a certaines maladies qui préviennent pas, et puis, c'est pas parce qu'on est sportif, c'est pas parce qu'on a une bonne hygiène de vie, on diminue les chances d'avoir des maladies, clairement, mais on les annule pas, et il faut en rester conscient. Merci. Justine, est-ce que toi, tu aurais une phrase à dire à ces parents d'enfants qui viennent d'apprendre peut-être que leur enfant
vont se faire opérer et qui, voilà, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Bah, j'aimerais leur dire qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils peuvent contacter l'association pour échanger sur le diagnostic, sur ce qu'ils vivent en ce moment. Ouais, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Désolé, là, c'était pas fini, mais je repense à ça parce que tu as dit des parents qui viennent d'apprendre, mais aussi pour les parents, observez vos enfants. C'est-à-dire que si les enfants ont des douleurs dans la poitrine, de l'essoufflement, qui font des malaises, des pertes de connaissance, des symptômes pendant les efforts. Alors je dis pas s'il est essoufflé quand il a couru un sprint, c'est normal, mais des fois, moi j'ai des enfants qui viennent, enfin je vois pas des enfants, mais 15 ans, à partir de 15 ans, et des fois les parents découvrent quand j'interroge parce qu'ils viennent pour leur certif. Sauf que je pose les questions, ce qui est normal, et des fois les parents, ah oui, parce que l'autre fois j'ai une fille de 15 ans, est-ce que tu as déjà eu des douleurs? Ah oui, des fois j'ai mal dans la poitrine. Et je vois la mère qui m'a dit non, mais c'est juste pour un certif, elle va très bien. Est-ce que tu as déjà fait des malaises? Bah oui, l'autre fois j'ai perdu connaissance, ça m'arrive près une fois par mois. Et puis est-ce que tu es essoufflé? Bah ouais, des fois j'ai mon cœur, il s'emballe et vraiment j'arrive. Ah oui. Et en fait, la mère, elle était au courant de rien du tout. Et donc en fait, il faut aussi interroger les enfants, leur demander est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça va. Et c'est pas parce que c'est des enfants que les symptômes sont anodins, il faut consulter au même titre que pour soi. Et c'est pas parce qu'il a 10 ans, 5 ans, les maladies malheureusement, il y en a, c'est pas rare. Et après, il faut... Le plus souvent, ce sera pour rien du tout, mais au moins... Au moins, on est rassuré, c'est hyper important. Il faut en avoir le cœur net. Et juste, je rajoute pour la Fondation Cœur et Recherche, n'hésitez pas à aller sur le site internet parce que les dons, on a toujours besoin pour la recherche. Même 1 euro, si tout le monde donnait ne serait-ce qu'1 euro, on aide déjà. Oui. Donc n'hésitez pas. Merci vraiment Paul Mathieu, Justine, Sandrine d'être venus en parler. Merci à vous de nous suivre. Et si on a aidé ne serait-ce qu'une personne aujourd'hui, on aura réussi notre mission. À très bientôt.